Imagine un homme, assis dans une salle comble, le regard calme, presque serein. Devant lui, 500 citoyens d'Athènes s'apprêtent à décider de son destin. Cet homme n'est pas un criminel, ni un conspirateur, c'est un philosophe, un vieillard connu pour sa sagesse, mais aussi pour ses questions dérangeantes. Cet homme, c'est Socrate, et ce jour-là, en 399 avant Jésus-Christ, Athènes va juger l'un de ses plus grands penseurs pour impiété et corruption de la jeunesse. Une accusation qui va sceller son destin et bouleverser l'histoire de la philosophie pour toujours. Pour comprendre ce procès, il faut d'abord revenir au contexte. Athènes, autrefois au sommet de sa gloire pendant l'âge d'or de Périclès, sort tout juste brisée de la guerre du Péloponnèse contre Sparte. La cité est divisée, meurtrie, pleine de rancune. La démocratie a vacillé, remplacé un temps par le régime sanglant des 30 tyrans, puis rétabli difficilement. La population est à la recherche de coupables, d'explications, d'un moyen de stabiliser la cité. Dans ce climat de tension, Socrate devient une cible idéale, car Socrate, depuis des décennies, parcourt les rues d'Athènes, interroge les citoyens, les politiciens, les poètes, les artisans. Il n'affirme rien, il questionne. Sa méthode, connue sous le nom de maïeutique, consiste à pousser ses interlocuteurs à reconnaître leur propre ignorance. Mais si cette méthode est un outil de sagesse, elle humilie aussi, elle dérange, elle met en lumière les failles des puissants. Beaucoup d'ennemis se sont accumulés. Socrate est respecté par certains, détesté par d'autres. Et surtout, certains de ses anciens disciples, comme Critias, ont joué un rôle dans la tyrannie oligarchique. Pour beaucoup de citoyens, Socrate est donc indirectement responsable du mal qui a frappé la cité. Le jour du procès, Socrate est accusé officiellement de 2 crimes, ne pas honorer les dieux de la cité et introduire de nouvelles divinités et corrompre la jeunesse par ses enseignements. Derrière ces accusations juridiques se cache une peur plus profonde, celle de voir les fondements d'Athènes remis en cause par un homme qui ne cesse de bousculer les certitudes. Devant les juges, Socrate prend la parole. Son discours, rapporté par Platon dans l'Apologie, n'est pas une défense classique. Il ne cherche pas à flatter ni à supplier. Il parle avec franchise, avec dignité. Il affirme que sa mission vient des dieux eux-mêmes, qu'il est comme un taon envoyé pour piquer la cité et la maintenir éveillée. Il reconnaît que sa manière de questionner peut être agaçante, mais il refuse d'y voir un crime. Sa voix résonne dans la salle. Ce n'est pas moi qui corromps la jeunesse, c'est plutôt vous, en refusant de chercher la vérité. Ce discours est un choc. Certains jurés admirent sa droiture, d'autres y voient de l'arrogance. Lorsque vient le moment du verdict, le jury vote. La sentence tombe. Socrate est déclaré coupable, à une courte majorité. Mais le procès ne s'arrête pas là. Selon la loi athénienne, l'accusé et les accusateurs doivent chacun proposer une peine. Les accusateurs réclament la mort. Socrate, lui, pourrait demander l'exil ou une amende. Ses amis sont prêts à payer. Mais fidèle à lui-même, il choisit l'ironie. Il propose, au lieu d'une punition, une récompense. Il dit qu'il devrait être nourri gratuitement au Prytanée, l'endroit où l'on honore les champions de la cité. Cette provocation scelle son sort. Les jurés outrés votent une 2e fois. Cette fois, la majorité est bien plus large. Socrate est condamné à mort. Dans les jours qui suivent, ses disciples, dont Platon, viennent le voir en prison. Certains organisent même un plan pour l'aider à fuir. Mais Socrate refuse. Il explique que fuir serait trahir ses propres principes. Toute sa vie, il a respecté les lois de la cité, même lorsqu'il les critiquait. Maintenant qu'Athènes le condamne, il accepte la sentence. Ce choix n'est pas une résignation, c'est une cohérence. Pour lui, la philosophie n'est pas un discours, c'est un mode de vie. Jusqu'au bout. Le dernier jour arrive, ses proches sont là, en larmes. Socrate, lui, reste calme. Il parle longuement avec eux comme si la mort n'était qu'un passage. Quand le geôlier lui apporte la coupe de ciguë, le poison mortel, Socrate la prend sans trembler. Il boit, discute encore, puis s'allonge. Peu à peu, son corps s'engourdit, ses jambes se raidissent. Ces dernières paroles, rapportées par Platon, sont une offrande. Criton, nous devons un coq à Asclépios. N'oublie pas de le payer. Puis il meurt, entouré de ses amis, laissant derrière lui un héritage immense. Ce procès n'était pas seulement celui d'un homme, c'était le procès de la liberté de penser, de la vérité face au pouvoir, de la philosophie face à la peur. Athènes, en condamnant Socrate, croyait préserver sa stabilité. En réalité, elle a offert à l'humanité un exemple immortel. Car Socrate, par sa mort, est devenu bien plus qu'un philosophe. Il est devenu un symbole, celui de l'homme qui préfère mourir plutôt que de renier sa quête de vérité. Et plus de 2000 ans plus tard, son nom résonne encore. Preuve que les idées survivent toujours au jugement des hommes.